Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de modélisme français. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un abonné qui souhaiterait en savoir un peu plus sur les batteries LiPo, sur la maintenance aussi du iRivo, et les erreurs à ne pas faire, et surtout les améliorations les plus importantes et que je recommande en priorité. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté en commentaire, pour toute la confiance que vous me portez aussi. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à vous proposer du nouveau contenu. Donc n'hésitez pas justement, vos questions permettront de faire vivre cette chaîne parce que j'y répondrai avec grand plaisir toujours. Donc ne perdons pas plus de temps, on va direct parler des batteries au lithium, notamment ce qu'il faut faire et ne pas faire et les habitudes qu'il faudra adopter sur le long terme pour pouvoir garder une batterie au lithium le plus longtemps possible. Je vais aussi vous recommander un chargeur car malheureusement on ne peut pas prendre les premiers prix parce qu'un chargeur de mauvaise qualité chargera mal votre batterie au lithium et fatiguera les cellules. Donc l'abonné à qui je réponds aujourd'hui possède un iRivo VXL qui l'alimente avec deux batteries NiMH de 7,2 volts, ce qui nous fait une tension entière de 14,4. Et il se pose la question s'il pourrait passer en LiPo. Donc malheureusement, oui, j'ai remarqué, Traxas ne fait pas de batterie au lithium qui rentre dans les petits compartiments ici. Donc tu seras obligé de prendre une autre marque, ce qui peut être embêtant parce que donc il faut changer de chargeur et probablement changer de variateur aussi, à part si tu veux faire de la soudure, mais voilà. Moi de base non plus ça a été compliqué pour la soudure, parce que j'avais pas de fer à souder, mais bon j'ai réussi à en trouver un vite fait, puis à faire la petite soudure ici, puis après ça tient, il n'y a aucun souci, tout va bien. Donc déjà je vais rappeler les principes de base de la lipo, donc ça c'est une 3S donc qui fait 11,1 volts. Donc 3S ça signifie 3 cellules, donc il y a 3 cellules de 3,7 volts, ce qui nous fait donc 11,1 volts en tension. Et ces cellules montent à 4,2 une fois qu'elles sont chargées à bloc. Donc il faut toujours faire attention à ce que ces cellules soient au même voltage. Et pour ça, on peut le vérifier grâce à ce chargeur, par exemple. Donc je vous fais pause 2 secondes. Voilà, donc il y a juste à à brancher la petite prise d'équilibrage le plus à droite possible. Et donc, ça va nous donner la tension grâce au fil. Donc là, on a les fils noirs, on a 3 fils pour 3 cellules. Et ça, c'est le fil négatif ou positif. Parce que ils sont inversés niveau couleur, j'ai remarqué ça. Parce que déjà, le fil négatif est censé arriver là, sauf qu'il est là. Donc c'est inversé, ça c'est juste une erreur de la marque. Mais bon, j'avais pas ça sur la toute première parce que j'ai dû la remplacer une fois. Donc on va dans Batmeter, normalement c'est... Voilà, ici. On clique et là on est à 3,78, 3,78 et 3,78. Donc on est équilibré, c'est parfait. C'est pour ça qu'il est important de bien s'occuper de ces batteries au lithium, notamment vérifier qu'elles ne gonflent pas. Parce que si on s'en occupe pas bien, ça peut très vite devenir instable et prendre feu. Enfin bon, faut pas avoir peur non plus, puisque ça m'est jamais arrivé, moi. Mais si on s'en occupe vraiment mal, ça peut prendre feu, oui. Donc niveau charge, vous avez plusieurs modes de charge, hein. Vous avez la résistance de la batterie. Attends, mais j'ai un reflet là. Hop. Vous avez la résistance de la batterie. Vous avez les paramètres. Donc là, vous avez les programmes de LiPo. Vous avez plusieurs modes de charge de batterie, hein. Ça, c'est pas mal. Donc nous, c'est le mode LiPo qui nous intéresse. Et donc là, on a le mode charge équilibré. Ça, c'est le meilleur mode, hein. Faut vraiment toujours charger avec ça. Parce qu'on a on a aussi le mode décharge. Bon, ça, je vous conseille pas. On a le mode storage dont je vais parler plus tard. On a le mode fast charge pour charger plus rapidement, mais bon, ça, je vous le conseille pas non plus parce que ça abîme. Et on a le mode charge normal que je vous reconseille pas non plus parce que le mode charge balance, donc équilibré, est vraiment beaucoup mieux. Notamment parce que ça charge votre batterie à la même vitesse, mais le chargeur s'assure de bien mettre les mêmes cellules. Euh, Donc je disais, il s'assure de mettre les cellules au même voltage, donc vous n'aurez pas à vérifier par vous-même en principe. Donc ensuite, il y a juste à choisir, hein. 1,4 ampères pour 1400 mAh, c'est bon. Et 3S, il y a un reflet là, c'est embêtant. 3S, voilà, donc hop, on peut sélectionner. Il y a jusqu'à 4S, 2S, 3S. Bon, nous, c'est 3S qui nous intéresse. Et donc, c'est parfait. Donc, si vous chargez de la 6S, le prenez pas clairement parce que ça va pas fonctionner. À part si vous chargez 3S
2 LiPo séparément. Donc maintenant, je vais vous parler du mode storage qui est très important parce que sans ça, votre batterie ferait probablement pas long feu. C'est pour si jamais, donc c'est le mode stockage, si jamais vous faites une pause, par exemple, vous ne pouvez pas rouler pendant une semaine. Moi, je dirais que votre batterie, il faut la passer en mode storage après 5 jours ou entre 5 jours et une semaine. Parce que, en fait, si je peux vous faire une comparaison, imaginez vous faites de la randonnée, vous avez un sac qui est trop lourd sur votre dos, genre 15-20 kilos. Bon, c'est un peu bizarre comme ça, mais vous allez comprendre le lien après. Au début, ça va aller. Voilà, vous allez marcher tranquillement. Au bout d'un moment, vous allez avoir mal au dos. Et puis, au bout d'un moment, vous serez fatigué, vous serez obligé de vous arrêter. Pour une batterie lithium, c'est pareil. Il faut savoir que 3,7 volts, c'est le voltage de base de la cellule parce que c'est le voltage dans lequel elle se plaît le plus, on va dire. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on l'utilise pas pendant longtemps, il faut la charger à bloc, que c'est la meilleure option, mais non, parce que vous allez détruire vos cellules. Donc ce qu'il faut faire, voilà, on branche, attendez, je vous pose 2 secondes. Voilà, donc on branche la prise d'équilibrage qui est vraiment très importante. Donc voici le cordon XT60 qui permet de charger la batterie. Donc c'est un double embout comme ça, positif et non négatif et positif, pardon. Donc je tiens à préciser qu'il n'est pas inclus avec le chargeur de base. J'ai été surpris moi aussi parce que sur les images on pouvait le voir sur le site, mais malheureusement je pense que c'est avec les normes de pays, j'ai dû le commander à part, donc c'est embêtant quand on s'y attend pas. Donc voilà, je le branche. Il faut toujours brancher dans cet ordre-là parce que j'ai fait l'erreur une fois de brancher la batterie avant et ensuite de brancher. Sauf que le fil est passé tout près de cette petite prise-là. Et si le fil était allé dedans, j'aurais probablement tout cramé. Donc voilà, faut faire attention à ça. Donc là, on branche, voilà. Donc je vais lancer le mode storage, même si la mienne est déjà en mode storage. Donc ça va prendre quelques minutes pour charger ça. Mais je vais vous passer ce moment parce que il fait un bruit assez strident pour prévenir qu'il commence à charger, donc je vais préserver vos oreilles, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, on a 3 SER et 3 SER et c'est bon signe en général. Bon là, ça vient de repasser. Euh, donc là, c'est en train de charger en mode storage et je disais parce que je me suis fait couper par le chargeur. Quand on voit 3 SER et 3 SER, si les deux données sont identiques, c'est que la vérification, c'est que les infos que vous avez rentrées à propos de votre batterie est bonne. Donc si les deux valeurs sont différentes, il faut tout de suite arrêter la charge. Donc voilà, vous voyez. Là, je suis à 3,80. Donc en principe, ça devrait s'arrêter d'ici quelques secondes la charge. Donc c'est le mode storage charge ou décharge votre batterie en fonction de si vos cellules sont en dessous de 3,8 volts ou au-dessus. Donc par exemple, si vous êtes à 4,2, ce qui est la charge à bloc, le chargeur va décharger votre batterie à entre 3,80 et 3,70. Et au contraire, si vous êtes en dessous, il va charger à 3,80, ce qui est entre 3,80 et 3,70, c'est vraiment les meilleures conditions pour stocker une batterie au lithium. Donc on en a fini avec le chargeur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que à part ça, les batteries au lithium, c'est à peu près pareil que les batteries au NiMH niveau entretien. Mais le seul truc qu'on peut noter, c'est qu'une batterie au lithium a une espérance de vie beaucoup plus faible qu'une batterie NiMH. C'est-à-dire que, on va dire que une batterie NiMH, vous pouvez faire peut-être, enfin ça dépend de votre utilisation, mais si vous l'utilisez bien, vous pouvez faire en moi je dirais plus de 800 charges et décharges à mon avis. Et sur les batteries au lithium, je pense qu'on tourne autour de entre 200 et 300, c'est beaucoup plus faible. Mais en même temps, c'est des batteries qui dépotent beaucoup plus. Donc maintenant, au niveau de l'entretien, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je vais vous montrer comment enlever le moteur de la façon la plus rapide possible. Parce que j'ai vu des vidéos où beaucoup de personnes enlevaient carrément la protection de la transmission centrale pour accéder à la boîte de vitesse qui est ici, enfin la boîte de vitesse, la boîte d'engrenage, pour ensuite enlever cette pièce-là avec le moteur, mais c'est inutile, hein. Vraiment, c'est le moteur et cette pièce-là qui nous intéressent. Donc c'est vraiment cette vis-là qu'il faudra enlever. Donc je vais l'enlever et je vous fais pause vite fait. Voilà, donc une fois que c'est enlevé, le moteur devrait partir tout seul comme ça. Hop, attendez, voilà.
Donc là, on peut voir que j'ai changé l'engrenage moteur qui est pas d'origine. Donc est-ce que je vous conseille cette amélioration? Oui et non, ça dépend de votre utilisation. Mais si votre e-Rivo est destiné à la route, pourquoi pas me faire cette amélioration parce que vous allez gagner pas mal de vitesse. Mais le seul problème, c'est que ça va faire beaucoup plus chauffer votre moteur, donc vous perdrez en autonomie et en endurance puisque vous serez obligé de faire des pauses. Moi, ça m'arrive de devoir faire des pauses assez souvent avec le e-Rivo pour éviter qu'il surchauffe. Parce que le défaut du 1C, c'est que le variateur et le moteur sont très proches, donc ils se chauffent entre eux. Donc voilà, comparé à l'engrenage de base, hein, c'est pas du tout pareil. Par contre, si vous faites du hors route avec le e-Rivo, vraiment, clairement, ne le prenez pas cet engrenage parce que en 2 minutes, vous allez vous retrouver en surchauffe direct. Donc c'est clairement pas une bonne idée. Donc justement, l'abonné à qui je réponds aujourd'hui souhaitait en faire un usage plus dans les chemins. Donc ne prends pas cet engrenage, clairement pas. Garde celui d'origine, voire même peut-être un plus petit. Enfin, non, en vrai, autant garder celui d'origine. Donc niveau pneus pour du tout-terrain, c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé parce que il n'existe pas vraiment de gros pneus, donc ce sera en description et ils sont un peu plus gros que ceux d'origine et surtout de meilleure qualité. Parce que les pneus stock sont vraiment de mauvaise qualité. Moi, après 2-3 mois, ils sont devenus tout lisses, donc au lieu de les jeter, je leur ai offert une seconde vie en mettant du scotch noir dessus, du scotch bitumé pour pouvoir en faire des pneus drift. Et d'ailleurs, il y a une vidéo dessus si ça vous intéresse. Donc l'abonné à qui je réponds souhaiterait aussi avoir un peu plus de stabilité sur route. Donc malheureusement, il n'y a pas vraiment de formule magique, hein. Sur route comme sur chemin, hein, je vais répondre dans les deux cas. Mais sur route, vraiment, faut ajouter peut-être la wheelie bar. Enfin, ça dépend de la puissance de votre moteur, mais s'il a tendance à beaucoup lever, ce qui est le cas du mien, bah clairement prenez une wheelie bar. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de formule magique. Il faut savoir que c'est un véhicule qui est en dessous des 2 kilos. Et même le mien, sans que ça paraisse, c'est vraiment pas stable. Et sur route, pour monter à entre 80 et 100 km/h, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'il me faut vraiment une très grosse distance. Et en ce moment, j'arrive carrément plus à atteindre la vitesse maximale, en fait. Donc, au niveau des amortisseurs, malheureusement, je les ai pas encore changés. Donc, je pourrais pas répondre dans cette vidéo pour en trouver des meilleurs, tout ça. Mais ceux de base sont plutôt pas mal. Là, il y a un petit filetage là. En fait, on peut tourner la petite pièce là, la petite pièce noire que je touche là, pour pouvoir durcir les amortisseurs ou les ramollir. Par exemple, donc, si les amortisseurs sont vraiment durs, vous aurez une hauteur qui est à peu près comme ça. Donc ça touchera un peu moins, ce qui est pas mal. Et sinon, bah, moi, c'est comme ça plutôt pour la route. C'est ce qu'il y a de mieux. Et puis j'oublie de le préciser, avoir des pneus tout-terrain, c'est pas mal, mais ça réglera pas tous les problèmes parce que malheureusement, le véhicule est vraiment bas et ça, on n'y peut pas grand-chose et ça va vraiment, enfin, le fond touche tout le temps, ce qui fait que vous serez vraiment ralenti. Par exemple, dans l'herbe, il est vraiment pas terrible. Enfin, ça dépend, hein. L'herbe très très courte qui vient d'être tondue, ça passe, mais l'herbe qui fait, allez, 10 centimètres, ça passe pas du tout. Donc malheureusement, un usage chemin risque d'être compliqué, enfin un chemin terre, tout ça, ça risque d'être assez compliqué. Enfin, c'est faisable, mais c'est pas sur ce genre de terrain que vous allez tirer un maximum de performance du e-Rivo. C'est plus sur les routes pour ma part. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser un truc. Il y a un moyen d'améliorer la stabilité. C'est au niveau du cerveau de base. Donc ça, c'est pas le cerveau de base, hein, c'est un cerveau Savox de 5 kilos. Le cerveau d'origine, il fait 3 kilos et il est vraiment pas terrible. C'est-à-dire qu'en les 2 mois, 2-3 mois, il m'a lâché. Tout simplement parce qu'il est vraiment pas assez puissant. Et j'ai remarqué, voilà, parce que l'abonné, il se plaignait dans les commentaires que quand il prenait de la vitesse, ses pneus faisaient gauche, droite, comme ça. Donc j'ai eu le même problème. En fait, c'est les vibrations de la route, selon moi, et des pneus, parce que ça tourne vraiment très vite, qui font tourner, parce que là, c'est pas très stable, hein, ça bouge tout le temps. C'est de la petite mécanique en même temps. Et donc le cerveau est, selon moi, est pas assez fort pour tenir. Et les vibrations de la route sont plus fortes que le cerveau, malheureusement. Donc j'ai pu partiellement régler le problème avec ce cerveau. Donc je le recommande, hein, il est vraiment pas mal. Aussi, si vous voulez, vous pouvez en ajouter un deuxième ici, hein, c'est faisable. Et à mon avis, c'est pas une mauvaise idée, mais ça pompera plus de batterie. Si je dois vous conseiller quelque chose au passage, c'est que si vous faites les améliorations que je vous recommande, vraiment faites-les dans le bon ordre
Et vraiment, faites tout en même temps parce que moi, j'ai vraiment les améliorations, je les ai vraiment étalées sur le temps. C'est-à-dire que j'ai commencé par changer les bras là, ensuite, ceux ici. Enfin, c'était pas tout à fait en même temps, ce qui fait que j'ai dû démonter, remonter, démonter, remonter. Et comme c'est de la petite mécanique, je le dis encore, c'est des toutes petites vis avec des têtes de vis assez fragiles, ce qui fait que j'ai beaucoup de vis qui sont mortes et que je peux plus dévisser. Et ça va poser problème aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé pouvoir vous le démonter pour vous montrer à peu près comment changer certaines pièces, notamment installer les bras ici. Mais je vais pas pouvoir malheureusement, donc je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube hein, pour changer les bras. Vous avez l'accès au différentiel aussi que j'ai pas encore fait, mais que je vais bientôt devoir faire. Mais je vais pouvoir vous montrer comment oui, voilà, désinstaller le cerveau, comment l'enlever, le remonter. Malheureusement, je vais pas pouvoir réouvrir cette boîte là, la boîte du récepteur radio. Mais si je dois vous expliquer en clair ce qu'il faut faire, parce que moi j'ai galéré à la refermer parce que le nouveau récepteur prend beaucoup de place. Donc il faut dévisser la boîte là, donc il y a une vis là, il y en a une derrière. Ensuite dévisser les petites là pour permettre de libérer les fils. Donc après vous enlevez la boîte là, le récepteur sera directement derrière. Et il suffira juste de débrancher le fil du cerveau et ce sera bon. Et pour ça, donc, vous aurez besoin de démonter le moteur, hein, comme vous pouvez le voir, et le variateur. Donc, comme je viens de le dire, je vais passer au démontage du cerveau. Donc, faut prendre... C'est la clé de taille moyenne hein, pour le iRivo. Hop, et je vais dévisser ça. Hop, voilà. Donc, je vous passe ça hein, parce que c'est un peu ennuyant. Voilà, et donc une fois que c'est dévissé, c'est autour de ces deux-là, ici, ici, là, et ici. Attendez, ici, là. Bon, on la voit pas trop, donc je vais vous faire ça. Voilà, donc maintenant c'est débranché, donc il part vers le bas, comme ça. Donc bien sûr, il faudra qu'il soit débranché pour vous, et là, vous pouvez l'enlever et le remplacer. Donc moi, je vais le remettre. Hein. Et donc, on va passer maintenant au bras qu'il faudra changer, parce que clairement, vous pouvez pas garder les bras d'origine qui sont beaucoup trop petits. Moi, vraiment, à l'avance, ils ont cassé 2, 3, 4 fois, jusqu'à ce que je passe à ces bras-là, et depuis, ça casse plus, comme par magie. Bon, c'est de la marque RPM, en même temps, ils sont réputés pour ça. Hein. Donc, pour le démontage des bras, à l'avant comme à l'arrière, il faut commencer par enlever cette pièce-là. Donc, ce sera celle-là aussi. Hein. Pièce que je vous recommande parce qu'elles sont en métal, et je la mettrai en description. Ça aide à rigidifier le tout, et c'est pas mal. Donc voilà, la pièce est enlevée. J'ai dépoussiéré le tout avec ça, hein. Ça se trouve un peu partout. C'est de l'air sous pression, c'est pratique, ça fonctionne bien. Donc voilà, on arrive à ça. Donc c'est pareil en haut, hein, pour les bras en haut, et pareil à l'arrière. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut... Ah non, j'ai brûlé une étape, attendez. Là maintenant, il faut enlever la petite pièce bleue ici, donc il faut enlever la vis au centre. Et si vous voulez pouvoir libérer la petite pièce bleue, bien sûr, il faut aussi enlever le pare-choc. Donc je suis en train de l'enlever là. Voilà, c'est la vis juste là. Et une petite vis entre les deux là. Voilà. Et voilà, donc une fois que on a enlevé le pare-choc, ça part comme par magie. Bon là je vais la nettoyer. Hop. Donc là on n'a plus rien là. On a des petites barres ici là. Là faut les enlever justement. Donc je vais enlever cette barre là et je vous passe vite fait. Donc je tiens à le dire que je vais ressortir une vidéo demain. Parce que malheureusement, il faut au moins que j'ai sorti une vidéo aujourd'hui pour les améliorations. Donc la vidéo de demain concernera le moteur, hein, quel moteur choisir en fonction de vos ambitions avec ce iRivo. Donc je vous fais ça demain. Parce que malheureusement, si je me mets à parler de tout en même temps, le plot de la vidéo va être vraiment long et je serai pas dans les temps, quoi. Voilà, donc pour cette opération, on prend une pince et on tire comme ça. Donc là, voilà, je l'ai. Donc pour les bras du bas, il y a deux barres. Hein. Il y a une petite barre ici aussi qui se cache. Donc un conseil, enlever cette pièce-là. Il faut dévisser ça là. Et ensuite, il y a juste à tirer et ça part, comme vous pouvez le voir. Bon, moi, je le fais pas parce que j'arrive à faire sans. C'est au cas où, hein, si j'ai quand même l'habitude. Donc hop, on peut attraper. Normalement, ça devrait venir. Attendez, je vous passe ça parce que c'est pas facile à une main. Voilà, et une fois que la barre est enlevée, le bras part comme par magie. Hein. Donc c'est pareil en haut.
Regardez en haut, vous avez... Attendez, ça va être compliqué ça. En haut, vous avez une barre ici, là. Il n'y en a qu'une, c'est une grande, vous l'enlevez et le bras de gauche part aussi. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment... Bon, après... Ah oui, donc là, j'ai brûlé une étape, par contre. Donc là, les petites boules, là, à l'intérieur, c'est des petites rotules. Faut savoir qu'il y a un pas de vis à l'intérieur. Et il y a un trou, donc je vais vous montrer plus précisément dans 2 secondes. Voilà, donc après, on enlève le pneu hein, avec la petite clé qui est fournie. Et donc, voilà le trou dont je parlais. Donc, il y en a 4. Il y en a un là, et l'autre en bas, là. C'est pareil pour tous les autres, forcément. C'est symétrique. Et vous avez une petite tête de vis là-dedans, là. Donc, vous passez la clé dedans. Et ensuite, ça devrait être bon. Enfin, attendez, je vais essayer. Hop. Normalement, j'en ai encore des petites têtes de vis comme ça. Donc, je vais pouvoir vous montrer vite fait. Bon, j'ai pas de pièces en rab à vous montrer. Bon, je suis désolé si la vidéo est pas claire à certains moments, mais c'est vraiment compliqué d'expliquer ces démarches et de bricoler en même temps. C'est vraiment pas facile. Donc je fais ce que je peux, hein. Donc là, voilà, là je suis dedans là et il y a juste à dévisser. Et puis ça va lâcher ici là et puis vous aurez le bras libre après et il n'y a plus qu'à le changer. Et vous faites ça pour les 4. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et malheureusement, si je démonte tout, je risque de pas pouvoir remonter à cause des vis qui sont abîmées. Donc après, j'ai passé à une amélioration très importante si vous avez beaucoup de puissance parce que ça risque de casser. C'est les arbres de transmission, hein, voilà. Donc de base, ils sont en plastique, ça c'est bien dommage. Et donc je les ai changés. Donc ici, là, vous avez une tige qui passe dedans. Je peux toujours pas les démonter parce que c'est vraiment compliqué en fait. Donc là, vous avez, parce que je risque d'abîmer le moyeu ici et c'est embêtant. Ça se démonte, c'est pas fait pour être démonté et remonté plein de fois. Donc là, vous avez une tige qui passe dedans. Donc là, il faut essayer de loger un couteau entre les deux là. Par exemple, ici là, comme ça. Il faut essayer de mettre un couteau entre les deux. Ensuite, vous tirez. Il faut enlever ça là. Il y a une toute petite barre un peu comme celle qu'il y a là, mais encore plus petite qui va tomber. Donc attention à ne pas la perdre parce qu'elle est utile, elle est vitale pour pouvoir remettre le truc après. Et après, il y a juste à tirer. Et la tige, ça c'est un bout de l'arbre que d'ailleurs je devrais mettre du WD-40 parce qu'il y a un peu de rouille. Donc ça, après, ça va s'enlever, voilà. Et vous pourrez enlever votre arbre de transmission. Donc après, il suffit de dévisser ici, là, il y a une toute petite vis. Donc c'est la plus petite clé fournie dans la boîte. Ensuite, vous tirez, ça va se déboîter et vous pourrez l'enlever normalement. Donc si jamais c'est pas clair, bah, dites-le moi en commentaire si vous ne comprenez vraiment pas. Au pire, il y a beaucoup de vidéos dessus sur YouTube. Mais si vous comprenez vraiment pas, bah, je vais prendre le risque et faire une vidéo dessus pour l'enlever. Donc c'est à vous de me dire. Voilà, donc selon moi, pour le moment, ce sont les améliorations les plus importantes à faire sur le e-Rivo. Donc bien sûr, il faut prendre en compte aussi la transmission centrale, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que les arbres de transmission ici. Il y a aussi la transmission centrale ici qui risque de casser. Donc celle-là, je vous la mettrai en description aussi. Alors malheureusement, j'ai des vis mortes ici aussi, donc je vais toujours pas pouvoir démonter. Je suis vraiment désolé pour ça, mais j'ai fait l'erreur de le démonter plein de fois. Et il faut savoir que la transmission centrale, il y a aussi un petit arbre ici, là, donc c'est le truc qui brille. Il est assez compliqué à mettre, mais c'est faisable, c'est faisable. Donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube, hein. J'aimerais bien pouvoir le démonter avec vous pour vous montrer un petit peu, mais malheureusement je ne peux pas. Donc peut-être que je pourrais vous trouver une vidéo à vous mettre en description s'il le faut, mais bon après c'est pas bien difficile à trouver. Donc voilà pour les améliorations, j'ai vraiment donné les meilleurs, ce qui est vraiment nécessaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai été clair ou pas, dans lequel cas. Si je suis pas clair, j'essaierai de l'être plus et de faire une deuxième vidéo dessus. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, hein, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et au revoir, bonne journée et au revoir.